Bonjour à toutes et tous. Donc Émile Meunier, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement et en politique publique. J'ai également travaillé quelques années à l'Assemblée nationale, pas très loin du bureau de Paul Molac à l'époque. Ceci explique cela Peut-être, donc il y a un lien. En tout cas, je suis très heureux de le retrouver comme à chaque fois. Et j'ai aussi cofondé avec des amis une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Alors moi, je vais moins parler d'énergie que je ne connais pas ou assez Et peu. on a beaucoup parlé de HOP au moment où il y a eu l'affaire de Apple et de HP. D'Apple et d'Epson. Epson, oui. Ouais. Effectivement, on a déposé une plainte en obsolescence programmée, qui est un délit depuis la loi de transition énergétique qui a été votée en 2015. Et justement, vous faites la transition parce que plutôt que parler d'énergie, moi je vais vous parler des appareils. Parce qu'évidemment, quand on parle de numérique et de transition écologique, on parle des objets connectés, on parle des appareils qui nous entourent, de la 5G qui arrive. Et il y a des avancées extraordinaires. Le cas des capteurs permet de faire des économies. Et là, on a le bon côté de la transition écologique grâce au numérique. Mais il y a aussi le mauvais côté. C'est le gâchis incroyable, le gâchis comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a fait de la matière, des terres rares qui composent nos appareils électroniques et de l'énergie évidemment qu'il faut pour alimenter tout ça. Et encore, quand la 5G sera très opérationnelle, qu'il y aura des objets connectés partout et des voitures autonomes, aujourd'hui on ne sait pas avec quelle énergie on est capable de l'alimenter, avec quel centre de données on est capable de traiter les données, etc. J'en reviens à mon sujet. On a déposé une plainte contre Apple parce que, peut-être que vous vous en rappelez, à un moment, il y a eu une mise à jour du système d'exploitation qui, lorsqu'on la mettait à jour et qu'on était, sollicité régulièrement par Apple pour la mettre à jour, ça ralentissait le téléphone portable. Et ça, au moment même où il y avait un nouveau modèle de smartphone qui sortait, c'était l'iPhone 8 à l'époque. Donc nous, on a dit attention, il y a une technique qui consiste à demander au client de télécharger une mise à jour. Cette mise à jour, et Apple l'a reconnu, détériorait les conditions d'utilisation de l'appareil et donc sa durée de vie, et ça au moment où il y a un nouvel appareil qui... Et donc on nous pousse à acheter. Et notamment, les clients recevaient des mails pour dire il y a le nouvel iPhone, etc. Ça rentrait, et ça, selon moi, l'avocat, dans le cadre du délit d'obsolescence programmée, et donc on a déposé une plainte. Il faut savoir qu'en Italie, notamment, Apple, sur les mêmes faits, a été condamné. En France, l'enquête est encore en cours. J'étais régulière, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, en communication avec la procureure. Il devrait y avoir une décision qui vient prochainement. Mais cette affaire, pourquoi j'en parle? Parce que derrière, elle montre un problème, le problème de l'obsolescence logicielle. Tous les ordinateurs et les smartphones, qui sont finalement des ordinateurs qu'on a dans la poche, sont mis à jour régulièrement pour des questions de logiciels, de systèmes d'exploitation, etc. Et on se rend compte que ces mises à jour et ces logiciels finissent par détériorer un appareil qui fonctionnait très bien. Et on se retrouve à devoir jeter des appareils. Il y a plus de, selon une enquête, 100 millions de téléphones portables qui traînent dans nos tiroirs. Je ne sais pas si vous rendez le chiffre. Je parle en France, alors imaginez à l'échelle de la planète, sans parler des tablettes, des ordinateurs, etc. Et alors que le matériel fonctionne, pourrait être utilisé et apporter le même service, en gros, pour 90% des gens, c'est du traitement de texte et regarder une petite vidéo de temps en temps, et ben on ne peut plus les utiliser à cause du logiciel. Alors, avec d'autres, et il y a une loi qui s'appelle projet de loi économie circulaire qui va voir le jour prochainement en juillet. On propose, je vous donne des pistes comme ça, mais évidemment ce sera parlementaire au gouvernement de trancher, qui est une distinction faite entre les mises à jour de sécurité, qui elles sont importantes, on connaît les questions de cybersécurité, et les mises à jour, nous qu'on appelle de commodité, où si c'est avoir la dernière option, au moins on puisse choisir entre les deux. Et si on télécharge une mise à jour et que cette mise à jour-là ralentit l'appareil, on doit pouvoir revenir en arrière. Ça, c'est un premier problème. On voit aussi apparaître un autre problème. Je focus mon intervention sur la question des objets connectés et de ce gâchis que j'ai évoqué dû au numérique et au logiciel.
on voit arriver d'autres problèmes, et je les traite comme avocat, de personnes qui ont acheté des appareils qui leur appartiennent plus vraiment. Pourquoi ? Je m'explique. Lorsque votre appareil tombe en panne, que vous voulez changer des pièces détachées, eh bien, aujourd'hui, il y a maintenant des systèmes de logiciels, et maintenant tout est connecté. Votre machine à laver, je vais vous donner un exemple concret, de réparateurs de machines à laver qui ne sont pas agréés par le fabricant de la machine à laver, qui vont chez une personne, qui répare le problème, ça peut être une question de roulement dans le tambour de la machine à laver, appuie sur le bouton et ça ne marche pas. J'ai réparé la panne, mécaniquement la machine fonctionne. Non, parce que maintenant c'est un appareil connecté, c'est super, c'est formidable, ça permet soi-disant d'économiser tant d'eau, tant d'électricité pour laver vos chaussettes. Mais le problème, c'est que vous devez le réparer qu'avec un réparateur agréé. Et c'est à distance que je réouvre, que je refais fonctionner l'appareil. Je vous donne un exemple pour une machine à laver. On le voit pour les téléphones portables. Apple avait tenté ce qu'on appelait l'erreur 53. Lorsque vous répariez votre téléphone, votre écran, je crois, votre bouton chez un autre réparateur, ça bloquait. Il y a eu un scandale planétaire, ils sont retournés en arrière. Mais régulièrement, on voit des tentations. Et moi, régulièrement, comme avocat, je vois des cas. Je vais vous en donner un dernier. Et c'est les startups. Alors, c'est formidable. Maintenant, il faut faire... je ne sais pas si vous êtes déjà allé au salon de Las Vegas pour les nouvelles technologies. J'y suis allé. Et alors, il y a des objets connectés partout. J'ai même vu du papier toilette connecté. Et pour savoir si on est en bonne santé, je vous épargne les détails. Mais on a inventé des arroseurs automatiques connectés. Et c'est formidable sur le papier et même en pratique. Effectivement, ça permet de diminuer la consommation de l'eau parce que ça calcule la pluviométrie, l'humidité du terrain, à quel moment précisément, pour quelle culture, etc. il faut arroser. Sauf que le logiciel de maintenance et l'exploitation de ce logiciel, la mise à jour de ce logiciel, il était fait par une start-up, je vous dis c'est un cas vécu, je suis l'avocat de la société, il a été fait par une start-up israélienne, donc qui gérait à distance le système. Plusieurs dizaines de milliers d'arroseurs automatiques ont été vendus en Europe, je crois même qu'on avait passé les 100 000. La start-up tombe en faillite, les arroseurs fonctionnent parfaitement, ils ont coûté très cher à l'unité, sauf qu'on ne peut plus les faire fonctionner. Et on se rend compte qu'il y a un gâchis comme ça d'objets connectés, une perte de possession de ce qu'on a, de nos appareils, une diminution de la durée de vie de nos appareils qui sont dues en grande partie à ces nouvelles technologies de connecté, de numérique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Peut-être qu'il y a des choses bien à faire. Je dis que les régulateurs, les pouvoirs publics et le droit, et c'est mon métier, doivent inventer de nouvelles manières de protéger et les consommateurs et le gaspillage phénoménal de tous nos produits numériques qui sont en plus pas tout à fait utiles pour certains. Je rebondis parce qu'on avait évoqué aussi la question de comment est-ce qu'on peut économiser aussi l'énergie, les données qui sont consommées à service égal. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a ce qu'on appelle un mouvement qui prend de l'ampleur qui s'appelle le Green IT, donc l'informatique verte. En gros, on se rend compte, par exemple, je vais vous donner la Deutsche Bahn. Lorsque vous commandez un ticket, un peu comme SNCF Voyage, en fait, vous avez un site monstrueux avec de la pub, des vidéos, et ça prend énormément de vitesse, de puissance. Vous avez un nouvel ordinateur, les producteurs de sites et de logiciels s'adaptent et font des choses de plus en plus puissantes, et on se retrouve avec des couches et des couches et des couches, alors que le service, c'est juste mettre son horaire, sa destination, appuyer sur Entrée et son numéro de carte bleue. Et la Deutsche Bahn s'est amusée à se dire comment est-ce que je peux produire la même qualité de service en diminuant évidemment le plus possible l'énergie et les données et les gigas utilisés. Et on se retrouve avec l'équivalent du Minitel, beaucoup plus rapide, et les consommateurs ont plébiscité le nouveau site de la Deutsche Bahn, qui se retrouve bien embêté parce qu'elle servait aussi de son site pour faire de la régie publicitaire. Ça interroge aussi sur la question de la relation au progrès de la publicité, mais c'est un autre débat. Et vous oubliez de parler d'une chose que vous m'avez dite, que en fait, ce qu'il faudrait, c'est réduire et réemployer.
Parce que vous avez une idée de solution quand même. Oui, alors effectivement, donc réduire nos usages, repenser nos usages. Il y a aussi la question des fabricants qui doivent repenser de quoi les consommateurs ont véritablement besoin, etc. Mais lorsqu'on est consommateur, on peut agir. On n'est pas toujours victime des fabricants. Et il y a un bon moyen d'agir, et c'est vraiment un combat que je mène avec d'autres, des associations, des entreprises, c'est tout le marché du reconditionnement. Aujourd'hui, en plus, on a des leaders français, ça c'est une bonne nouvelle, notamment sur les smartphones, Recommerce, Rimed, on en a beaucoup, qui proposent des smartphones reconditionnés. Et donc on se retrouve avec des appareils qui sont capables de produire, qui rendent le même service, qui ont été remis à neuf à la suite d'une réparation, d'un réemballage, etc. Et pour beaucoup moins cher. Et pourquoi on plébiscite cette solution? Parce qu'on est à la croisée des chemins. À la fois, on fait des économies de pouvoir d'achat parce qu'on achète un même bien moins cher. On crée de l'emploi parce que les métiers de reconditionnement, de réparation, sont souvent des métiers qui sont dans les territoires, parfois même avec de la réinsertion par l'activité économique. Donc il y a aussi une branche sociale. Et évidemment, il y a un mieux-disant environnemental, puisque ce qu'on a racheté d'occasion, on ne l'a pas racheté neuf, et donc c'est autant de matière économisée, de CO2 économisé pour produire le bien, d'électricité, de transport, etc., etc., et de terres rares. Simplement, nous qui nous intéressons à ces sujets, le reconditionnement est encore beaucoup... Enfin, comment dire, la réglementation n'encourage pas suffisamment ce marché. Il faut y mettre de la confiance. Des fois, les consommateurs achètent reconditionné et puis en fait, ils ont un produit qui a juste été d'occasion, qui n'a pas été ouvert, des pièces changées, etc. Peut-être qu'il y a, pareil, dans cette loi économie circulaire, vous avez compris que je suis aussi là pour passer des messages, des possibilités d'apporter des définitions, d'encadrer la définition légale du reconditionnement. Il y a aussi toute la question des pièces détachées. On a un vrai problème de disponibilité des pièces détachées. Alors pour l'électroménager, c'est moins vrai, mais pour l'électrique, l'électronique, le petit, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir des pièces détachées. Et donc ça renchérit le coût de la réparation. Et là, il y a quelque chose à faire, à mon avis. Alors, est-ce qu'il faut penser à une TVA réduite? Est-ce qu'il faut penser à des bonus-malus pour les entreprises qui rendent des pièces détachées disponibles et celles qui ne les rendent pas? Est-ce qu'il faut réglementer en forçant les entreprises à rendre les pièces détachées disponibles 5 ans comme on le fait en Espagne, 7 ans comme on le fait en Corée du Sud, le pays de Samsung? Peut-être qu'on pourrait le faire en France. J'ai un dernier message à faire passer. Je pense qu'on devrait mettre le paquet aussi sur le système de consigne, parce qu'on pense souvent à la consigne pour la bouteille, et c'est très bien, je l'encourage, mais on peut répliquer ce modèle, à mon avis, de façon très large, et notamment aux objets, aux appareils électriques et électroniques. Quand je vous ai parlé des 100 millions de téléphones portables qui traînent dans nos tiroirs selon un rapport parlementaire du Sénat, eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas été ramenés. Si on pouvait récupérer un peu d'argent, 10, 20, 30, 40, pour certains modèles, 50 €, vous pouvez être certaine que l'appareil sera ramené et donc réemployé, réparé, et ou, si ce n'est pas vraiment pas possible, recyclé. Donc il y a des solutions qui existent pour pouvoir rendre compatible le développement numérique. Moi et d'autres, en général, on plaide aussi pour s'interroger sur nos usages, réduire aussi notre consommation, nos usages, mieux choisir nos appareils. Mais une fois qu'on les a, on peut aussi trouver des solutions pour les faire durer plus longtemps, le réemploi, la réparation. Et à mon avis, une belle politique de gouvernement serait de mettre le paquet sur la réparation, le réemploi et cette transition écologique du numérique.